Bon. On est live. Quexkina. C'est Alexandre Niquado, accompagné de mon collègue André. André va revenir ici bientôt, dans juste un instant. Bon. Salut André. Oui, Alexandre. Alors, nous voilà à nouveau réunis pour un nouveau podcast. Et ma foi, il y a eu des événements récents sur lesquels je peux revenir qui sont peut-être passés un peu sous les radars de l'actualité, mais qui sont importants pour le monde autochtone. Alors, voilà ce qui sera le menu du jour, à moins que nous ayons une invitée surprise qui se manifeste. Oui, c'est ça. On était supposé avoir Yvette Mollen qui devait nous rejoindre tantôt, mais je me demande s'il va y avoir un peu. Je me demandais s'il y a un petit problème technique, j'arrive pas à la rejoindre, mais sinon, en attendant, tu peux parler un peu de ce qui s'est passé ces derniers jours, là? Oui, d'abord, si on procède par ordre chronologique, la semaine dernière, il y a une semaine, il y a eu un colloque pour les 50 ans de la revue Recherche amérindienne au Québec. Alors, il faut se rappeler que c'est une revue ethnologique, mais qui a été fondée par des amis des Premières Nations, des gens qui étaient en contact avec les aînés et qui tenaient beaucoup à mettre en valeur les cultures ancestrales de ce territoire et qui ont tenu à leur indépendance puisque la Société Recherche amérindienne au Québec a été incorporée à part, à côté des universités. Il y aurait eu beaucoup d'universités qui auraient été intéressées à patronner la revue, mais comme on voulait garder une liberté d'expression, notamment s'il s'agissait d'appuyer les revendications autochtones et pas être cantonné dans le strict domaine d'un savoir moins directement en prise sur les réalités. Ils ont choisi justement cette liberté et ont fondé quelque chose à part. Et ça a été aussi au Canada la première revue en français avec un regard savant et sympathique et attentif à la fois aux réalités, aux traditions ancestrales, aux langues des peuples autochtones d'ici, et aussi d'ailleurs, puisqu'il y a eu des ethnologues québécois qui ont travaillé, qui ont fait du terrain avec d'autres nations ailleurs dans le monde. Et là, ça a été une très belle réunion parce qu'après 50 ans, on a évidemment le rang des fondateurs et des premiers collaborateurs, c'est nettement éclairci, on le comprend. Et de fait, la rencontre s'était ouverte, ça a été assez émouvant avec de très beaux vidéos, de très belles vidéos sur 4 ethnologues importants. Alors, il y avait Rémi Savard qui nous a quittés récemment aussi, José Maillot, Sylvie Vincent et Serge Bouchard. Alors, ça nous faisait 4 vidéos en introduction. C'était très émouvant. J'ai demandé qu'on puisse les avoir pour les diffuser en ligne. Et bon, c'est une négociation qui sera un peu plus longue parce que ce sont des archives qui ont été fournies par l'ONF et Radio-Canada pour ces vidéos.
Alors, ça viendra. Mais là, maintenant, la revue, donc, il y a eu un passage. Ceux qui restaient des anciens étaient là. Laurent Giroir, par exemple, ou Mackenzie était là aussi. Gérald Mackenzie. Alors, c'était un très beau moment. Et là, Laurent Jérôme, qui est le directeur actuel, a annoncé que maintenant, ça deviendrait Revue d'études autochtones avec un nouveau sigle qui a été fait par un de tes compatriotes, Terry Awashish, qui est un graphiste de grand talent qu'on connaît bien à Terre sans vue, puisqu'il est étudiant, il a déjà travaillé au Festival Présence autochtone. Alors, c'est bien maintenant, c'est déjà un graphiste reconnu, il a fait quelque chose de très beau travail. Et en même temps, c'était un passage générationnel et la revue va poursuivre en français avec des premières pages illustrées par des artistes autochtones et va poursuivre aussi pour en imprimer avec la belle qualité graphique qu'on lui connaît, qui est toujours une source de fierté. Hein. J'ai mentionné que le médium et le message est une revue de cette qualité-là sur nos propres traditions, nos propres legs, notre propre patrimoine et nos réalités, c'est quelque chose qui nous rend fiers, même si parfois les textes nous apparaissent rébarbatifs, parce que c'est écrit dans des langages très élaborés, mais juste le fait d'être à ce niveau de qualité, à ce niveau de savoir, pour tous, c'est une fierté. Donc, je pense que c'est une bonne... Non, cela je pense, je suis certain. Nous sommes certains que c'est une très bonne nouvelle, à la fois pour le monde universitaire et pour l'ensemble des Autochtones, que cette revue puisse, sous sa forme renouvelée, mais quand même en continu avec ce qu'elle a été, puisse se retrouver encore sur nos tables de chevet avec des articles faits par des gens qui sont dans la recherche sérieuse à l'université. Voilà. On voit qu'Yvette s'est jointe avec nous. Là. Est-ce que Yvette est là? Oui, elle est ici. Ah, la voilà. Quoi, Yvette? Je suis désolée, ça a été un peu long avant que j'entre. On t'entend pas, Yvette. Non? OK. Moi, je l'entends. J'entends bien. OK. C'est peut-être que mon son est fermé. Ah oui, c'est bon. Est-ce que tu m'entends? Oh oui, je t'entends bien. Non. Enfin, je t'entends, Yvette. Excusez-moi, ça a été un peu compliqué. C'est la première fois que j'utilisais quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Souvent, il faut toujours avertir plusieurs fois d'avance les possibles difficultés qu'on peut rencontrer avec le podcast parce qu'on utilise la plateforme StreamYard. Fait que c'est ça, cette semaine, mais dans le fond, nous avons notre invitée Yvette Molène, qui est une gardienne de la langue Innu. Elle travaille beaucoup dans la sauvegarde de la langue. Fait que je peux te laisser te présenter un peu. Qu'est-ce que tu fais, Yvette? Comme tu dis, je travaille beaucoup sur la langue Innu. La principale activité que je fais maintenant, c'est d'enseigner. J'enseigne la langue Innu à des étudiants de l'Université de Montréal. C'est des non-locuteurs. Mais parfois, de temps en temps, j'ai des Autochtones qui suivent mes cours, mais ils ne parlent pas la langue. Et l'autre chose que je fais, je prépare mon matériel que j'utilise à l'université. Et puis, je travaille aussi, entre autres, j'assiste à des rencontres pour le dictionnaire en ligne, pour d'autres projets. Donc, je suis très occupée. On doit aussi te féliciter parce que tu viens de recevoir un des prix du Québec, le prix Gérard Morissette, si ma mémoire est bonne, qui souligne ton travail patrimonial. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a des langues qui, pas si longtemps, on croyait, ou on pourrait dire, on voulait voir disparaître.
tout d'un coup, voici que ceux et celles qui s'en font les défenseurs et les gardiens sont maintenant honorés pour le travail qu'il fait. Alors, toutes nos félicitations et je dirais grand bonheur pour tout le monde. Hein. C'est toujours, on est toujours très fiers quand un des nôtres est ainsi honoré pour le travail accompli parmi nous. Mais tu parles des non-locuteurs, mais tu as été longtemps à l'Institut de Chakapèche. Et là, je pense que tu travaillais un peu plus directement dans les communautés avec du matériel fait pour des gens qui étaient des locuteurs, mais voulait, chez qui on voulait entretenir la flamme, si je peux dire. Oui, c'est ça, mais mis à part les cours que je donne à l'université, je suis aussi chargée de cours pour l'Université du Québec à Chicoutimi. Là, je donne des cours à des locuteurs. Je donne 3 niveaux de cours. Ça s'appelle l'apprentissage de la lecture et de l'écriture 1, 2 et 3. Et c'est vraiment destiné aux locuteurs qui parlent la langue. Donc ça, c'est vraiment un travail très important que je fais. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle cohorte qui démarre dans un des certificats, un certificat en transmission de la langue Innu, et l'autre, c'est perfectionnement. Ça s'appelle perfectionnement en langue Innu. Je pense, je ne me rappelle plus exactement du titre du certificat, mais dans ces 2 certificats-là, je donne ces cours-là. Et ça s'adresse à n'importe quel Innu qui veut comprendre comment fonctionne l'Innu, comment écrire, comment lire. Donc, j'ai donné jusqu'à présent le cours à plusieurs Innu. Et tout dernièrement, j'avais 2 cohortes. Une cohorte qui était à Pessamit. C'était à peu près au tout début, on a commencé à 17-18 étudiants, puis à la fin, il y en avait 8 à peu près. Ou peut-être plus, là, je ne me rappelle plus exactement. Et à Wahat aussi, c'était la même chose dans cette île. Et souvent, c'est des cohortes comme ça qui commencent. Ils font le niveau 1, après ça, ils font le niveau 2, puis c'est ça. J'attends qu'il y ait une autre cohorte qui commence pour donner ces cours-là. C'est ces cours-là que je trouve vraiment qui aident beaucoup les Innu à vraiment comprendre comment écrire avec l'orthographe standardisée. C'est juste l'orthographe, pas l'oral. Oui, alors pour les gens qui nous écoutent, il faut préciser la transmission de la langue Innu. Encore aujourd'hui, c'est surtout une transmission orale dans les familles. C'est une langue de tradition orale. Et l'écriture, alors là, tu pourras préciser, l'écriture, on s'est entendu sur une façon de transcrire la langue Innu avec l'alphabet ABCD jusqu'à Z, ce qui est quelque chose, bon, pas de complètement nouveau, puisqu'on sait que le catéchisme du Père Labrosse, il y a très longtemps, avait déjà donné une version écrite de la langue Innu. Et en plus, il y a une autre difficulté, c'est que c'est une langue dialectale. Il y a des variantes d'une communauté à l'autre. Alors, il fallait arriver à unifier tout ça dans une manière contemporaine d'écrire. Alors, ce qui fait que des locuteurs de la langue Innu, moi j'ai vu ça, on leur présentait un texte écrit en Innu, puis ils étaient complètement embêtés parce qu'ils n'ont jamais appris à lire l'Innu alors qu'ils le parlaient couramment. J'aimerais que tu élabores un peu là-dessus, sur comment ça s'est fait, puis les difficultés que ça a posées, puis les solutions qui ont été trouvées. C'est ça, comme tu disais, c'est le père de Labrosse, Jean-Baptiste de Labrosse, qui a, au tout début, en arrivant ici, a appris à parler la langue et a commencé à structurer comment fonctionnait la langue, aidé par des Innu qui parlaient la langue. Et ensuite, il leur a appris à ces Innu-là, ces quelques Innu, à écrire. Donc, il y avait déjà des gens, des Innu qui écrivaient à l'époque. Mais ce n'était pas l'écriture standardisée comme on connaît maintenant. OK, tu disais l'alphabet A à Z, là, mais on a juste 11 lettres de l'alphabet. Et plus le L qui est à Pessamit et à Maastricht, parce que les 2 communautés ont une lettre supplémentaire, le L. Donc, on fonctionne quand même assez bien.
Et la langue, la standardisation de l'écrit s'est fait avec plusieurs personnes, surtout des gens qui faisaient de la traduction, des enseignants aidés par des linguistes qui ont étudié un peu comment fonctionnait la langue déjà pour déterminer, bon, comment serait écrit, quel alphabet serait utilisé, et c'est vraiment très, très clair. Et il y a eu, c'est sûr, plusieurs rencontres dans différentes communautés pour chacun étudier. Bon, il y avait tant de cas. Les linguistes avaient déjà déterminé des cas particuliers. Et c'est avec ça que les rencontres se faisaient. Il y a des fois, c'était un peu tiraillé. Non, moi, je veux garder mon A là. Non, je veux pas qu'on m'enlève cette lettre-là. Mais finalement, ça a quand même bien été. Et c'est depuis les années 80 que le travail se faisait. Puis à l'époque, c'était l'ICEM. Vous savez, l'ICEM, c'est l'Institut culturel et éducatif montagnier qui est devenu l'Institut Jagapé plus tard. Donc, et c'est en faisant ce travail-là, ça a aidé beaucoup. C'était un peu, l'Indrapo faisait partie de cette équipe-là avec Anne-Marie Barabé, José Maillot. Et c'est avec ça que l'Indrapo a pu publier le premier dictionnaire Innu qu'elle a. Il y avait d'autres dictionnaires qui avaient déjà été publiés, mais en 1700, dans les années où Jean-Baptiste Labrosse était. Et c'était le premier en orthographe standardisée, c'est le dictionnaire Drapeau, qui a ensuite été repris par l'Institut Jagapé. Et avec le projet présenté par Mémorial, l'université, Margaret McKenzie, qui est la linguiste à l'université là-bas, a fait un projet et on a travaillé en partenariat avec plusieurs autres personnes aussi pour éditer le dictionnaire, mais aussi rajouter des mots qui n'étaient pas présents. Il y a beaucoup d'autres mots qu'on travaille là-dessus presque à tous les 2 jeudis en ce moment, mais depuis quand même une année, là, on fait des corrections, on fait des ajouts, on travaille beaucoup, plusieurs personnes sont impliquées. J'imagine, Alexandre, qui est très proche de la langue atikamekw, là aussi, est-ce que vous avez eu les mêmes difficultés au niveau de concevoir une écriture? C'est ça, de notre côté, on disait que ça faisait pas si longtemps que ça existait non plus. C'est genre dans les années 70 que s'est apparu une écriture standardisée. Puis, il y a eu c'est ça, c'est plus facile de s'entendre parce que c'est juste 3 communautés. Il me semble que chez les Inuits, j'avais entendu dire comme quoi il y avait comme 14 dialectes différents entre les Inuits, puis nous autres, on a juste 2, en fait, essentiellement. Wemo puis Manoan qui se ressemblent beaucoup, mais avec quelques variantes, mais on peut dire que c'est un dialecte en particulier, là. Fait qu'on n'a pas vraiment eu de difficulté par rapport à ça. C'est juste, mettons, les lettres, les sonorités qu'il fallait qu'il fallait bien traduire. Mettons, la lettre en particulier, TC, là, Tse. Si tu lis, mettons, mon surnom en atikamekw, c'est Tiktan. Les gens vont avoir beaucoup de difficulté à lire mon surnom, là. Mais c'est pas mal juste ça qui est particulier avec l'écriture, avec les lettres, là. Je me souviens, on avait eu une discussion, un débat dans le cadre d'un festival il y a longtemps. Et on avait eu l'Indrapo qui était là. Je pense que son dictionnaire n'était pas encore publié, elle y travaillait. Et quelqu'un avait parlé d'une méthode nouvelle pour apprendre des langues. Il disait, les gens peuvent même apprendre le chinois comme ça. Et l'Indrapo avait dit, écoutez, le chinois, c'est pas si compliqué. Je suis marié, mon mari est chinois et je l'ai appris assez aisément. Mais elle dit, attention, l'Innu, c'est pas mal plus compliqué que le chinois. Peut-être que tu pourrais, Yvette, nous dire en quoi la grammaire Innu vient complexifier les choses et en quoi que le chinois est pas mal plus facile. Je ne connais pas le chinois, mais moi, je trouverais le chinois compliqué.
comme je ne le connais pas, mais probablement je m'habituerai à comprendre aussi, comme l'Indrapo a appris aussi l'Innu. Mais l'Innu, ce qu'il y a de particulier, c'est que, bon, on disait il y a 11 lettres et 12 parfois, et l'Innu, c'est 2 grands dialectes. Il y a un dialecte de l'Est et le dialecte de l'Ouest. Et il y a des sous-dialectes dans chaque. Okay? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et ceux qui sont dans le même dialecte, il y a des intonations qui sont faites différemment et un peu partout. Tu sais, il y a des dialectes qui ressemblent à un et à l'autre, c'est comme des fois mixé. Mais pour en revenir à l'Innu, c'est une langue qui est agglutinante. Ça veut dire on a un mot de base en plein milieu qui voudrait dire, par exemple, utapan, qui veut dire voiture. On a ça. Et si on voulait le mettre, dire que c'est ta voiture, on ajouterait un préfixe. Et puis si on voudrait dire que c'est ta petite voiture, on ajouterait un suffixe. Et si on voudrait dire c'est tes petites voitures, on ajouterait un autre suffixe. Des préfixes et des suffixes. Et ça fait un grand mot après. Tu vois, utapan, chutapan, chutapanis, chutapanisa. Tu vois, c'est un peu comme ça, on rajoute. Et des fois, c'est des mots, un verbe et un nom qui sont collés ensemble pour faire un autre mot. Puis bon, ça s'apprend, c'est des règles grammatiques, tu sais, une règle qui s'apprend partout, là. Les gens, on va juste leur montrer comment ça fonctionne. C'est un peu, quand j'enseigne aux étudiants qui ne parlent pas la langue, j'essaie de leur faire découvrir d'abord ça, de quoi est composé l'Innu. On a des verbes, des noms, des particules. Les particules étant un pronom démonstratif, des parties connecteurs, conjonctifs. Et après ça, il y a des pronoms qui sont rattachés. Mais on n'a pas d'adjectif, on n'a pas d'article. Tout ce qui est adjectif devient un verbe. Donc, c'est ça un peu, de comprendre après ça, de dire, OK, là, maintenant, c'est comme ça, on structure de cette façon-là. Souvent, l'ordre des mots n'a pas d'importance. Et des fois, c'est très régulier. Il faut vraiment que ça commence comme ça et ça se termine comme ça. Mais bien souvent, on peut déplacer le mot et c'est la même phrase. Oui, en fait, ça ressemble aux grandes langues classiques, l'arabe classique, le latin classique ou la désinence. La fin du mot indique la fonction du mot dans la phrase. Alors, ce qui fait qu'il y a... mais quand on dit désinence, on dit soit dans le cas des verbes conjugaison ou dans le cas des noms, des déclinaisons. Alors, ça fait une grammaire quand même. Il faut l'apprendre, là. C'est pas simple. Ben, le russe, encore, les langues slaves ont encore ça aussi. Et c'est ce qui fait aussi la beauté, mais la complexité de ces langues-là. Parlant du chinois, moi, je n'ai pas étudié le chinois, mais j'ai un peu étudié le thaï quand j'ai voyagé en Thaïlande. Et c'est la même structure, hein. Ce n'est pas les mêmes mots, mais ni les mêmes verbes. Parfois, il y a des ressemblances, parce que c'est la même, il y a des origines communes. Mais il n'y a pas de grammaire. Si tu veux dire, tu sais, quand on entend les Indiens, entre guillemets, parler d'un western, moi, aller demain en ville, en thaï et en chinois, c'est exactement comme ça qu'on le dit. Dans le fond, c'est des Chinois qu'on aurait dû mettre là. Quoique c'est vrai que parfois, pour jouer le rôle des Autochtones, on mettait des Japonais ou des Chinois. Alors, c'était tout à fait ce type de grammaire. Mais effectivement, ce langage-là ne rend pas du tout justice à la complexité des langues autochtones d'Amérique, particulièrement les langues algonquiennes qui ont une complexité, mais ça peut donner des textes d'une beauté absolument superbe. Et d'ailleurs, il y a maintenant une littérature en langue autochtone. Oui, c'est ça, il y a de la littérature. Au tout début, il y avait des Inuits qui écrivaient en Innu seulement et qui sont connus que dans les communautés Innu, parce que l'Innu ne peut pas voyager ailleurs tant qu'elle n'est pas lue, compris. Ensuite, il y a eu
des écrivains, des poètes qui ont écrit en français, qui ont traduit en Innu. Souvent, il y a quelques personnes qui écrivaient en Innu, qui transcrivaient après ça en français. Donc, maintenant, il y a des romans aussi qui se publient. Et des fois, il y a des auteurs Innu, mais qui écrivent en français. Tu vois, ça s'est quand même développé. Ça a quand même ça a évolué. Et bon, il y a plusieurs documents aussi que moi, j'ai aidé à faire fabriquer, par exemple, à l'Institut Tshakapé, des documents de lecture pour enfants. Tu sais, c'était les enseignants du préscolaire, parce que les enseignants du préscolaire enseignent à des enfants de 4 à 5 ans avant l'école. Et c'était eux qui nous aidaient, qui écrivaient, puis quelqu'un corrigeait un peu le texte, puis il fallait que pour un livre, au moins, ça prenait au moins une douzaine ou une quinzaine de phrases. Mais juste une phrase. Après ça, la phrase était illustrée. Et c'est pour apprendre à lire. On a fait enregistrer aussi des personnes qui lisaient dans 3 dialectes différents. Un dialecte de Mami, le dialecte central avec, c'est de l'Ouest mais en N, et de l'Ouest mais en L. Tu vois, c'est ça qui aide à la lecture après. Et bon, c'est ça, la littérature. On ne peut pas dire c'est de la grande littérature, mais c'est de la littérature pour aider à lire aux enfants, ce qu'on avait à l'Institut Tshakapé. Et ça ouvre la porte vers aussi la survie de la langue. Bon, je n'aimerais pas de la communauté, mais il y a une communauté où j'allais, où je suis allé plusieurs fois. Et autrefois, je me souviens, les enfants dans la cour d'école parlaient Innu. Et maintenant, on entend plus le français dans la cour d'école, et j'imagine que c'est une préoccupation que j'ai en tout cas, mais moi je suis un peu loin du terrain, mais j'imagine que c'est une préoccupation qui est partagée à la fois par les tenants de la langue. Je pense effectivement à l'Institut Tshakapèche, aux directions d'école, au conseil de bande. J'aimerais que tu nous parles un peu des efforts qui sont faits pour essayer que la langue soit encore transmise et parlée dans 10 ans, dans 20 ans et au-delà. C'est ça. Je pense que l'école fait sa part en donnant des cours aux enfants dès qu'ils ont peut-être première année. Moi, j'ai enseigné de première année à 6e et de secondaire 1 et 2 dans l'école d'où je viens, Ekwantite. Et je trouvais ça important. Puis les enfants, on leur parlait qu'en Innu, comprenaient très bien l'Innu. Tu sais, c'est encore comme ça un peu à Ekwantite, là. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ne parlent pas Innu. Mais l'école, comme je dis, a son importance parce que c'est l'école qui accueille les enfants toute la journée. Mais là où c'est le plus important aussi après l'école et les fins de semaine, c'est la maison. C'est les parents qui doivent transmettre la langue aux enfants. Les grands-parents aussi doivent participer à la transmission. Il faut parler aux enfants, leur raconter des histoires, leur demander comment ça a été ta journée, qu'est-ce que tu penses de ça, tu sais, les faire parler. Pas juste les accueillir et leur dire, bon, OK, tu peux aller jouer un peu, après on va manger, on va faire tes devoirs. Ou des fois, l'enfant sort, va jouer avec ses amis, puis on ne sait pas trop s'il va parler en français ou en Innu. C'est ça, c'est la maison qui est le transmetteur numéro 1. La mère à son enfant, le père à son enfant et le reste. Et ça, c'est gratuit. Tu ne payes pas pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'une subvention du gouvernement pour faire ça. Mais là où on a besoin de subventions du gouvernement, c'est d'aider les organismes qui préparent du matériel, les organismes qui sont comme les écoles, par exemple, pour engager des personnes, pour aider à former des gens. C'est là que les sous, on en a besoin. Mais pas de transmettre, de parler la langue à l'autre. J'ai beaucoup l'impression que l'effort que les communautés font pour la sauvegarde de la langue, c'est surtout
pour maintenir un niveau de langage acceptable en Atikamekw, en Innu-Aimmun. Il n'y en a pas tant que ça. On n'entend pas beaucoup parler, mettons, d'écriture, mettons, parler de poésie. Comment qu'on définit la poésie en Innu-Aimmun? Comment qu'on définit la poésie en Atikamekw? Est-ce que tu as vu le livre qui est paru il n'y a pas très longtemps, Ninwas? Faudrait que je me le procure, hein? Oui, il faudrait. Et c'est un livre que j'ai initié quand j'étais encore à l'Institut Tshakapé. Mon idée dans ça, c'est de réunir plusieurs enfants de toutes les communautés où ils écriraient des poèmes, ils écriraient des textes en Innu et en français, parce qu'il faut maintenant aller vers le français pour que ces livres-là soient connus à l'extérieur. Et j'ai demandé à Laure Morali, parce qu'elle faisait des ateliers de poésie avec Joséphine. Et j'avais aussi demandé à Rita Mistokosho, mais Rita avait un travail, était dans la politique, elle ne pouvait pas toujours être là. Et ce qui fait que je les ai envoyés dans chaque école, aller visiter les étudiants, les élèves qui sont primaires, secondaires, et elles ont fait écrire les enfants en Innu. Joséphine les a aidés aussi beaucoup. Après ça, Laure aussi leur faisait écrire en français et c'était vraiment des ateliers qu'elles animaient. Et ça a donné le livre Ninwas. Et le livre est vraiment et c'est vraiment épais. Je pense qu'il y a plus de 300 pages. Et on voit qui a écrit le poème et de quelle communauté. C'est divisé en plusieurs sections. Et les illustrations ont été faites par Lydia Mistokosho Paradis, qui est en art, elle est une artiste dans le fond. Donc ça, c'est un qui... Et pour définir la poésie, bon, on a Kaheko Ayemun, ça veut dire les paroles de fierté, je dirais, ou Ahanon Mahnegana, je ne me rappelle plus exactement comment on définissait, mais moi je connais Kaheko Ayemun. C'est de la poésie. Je ne sais pas si en Atikamekw ça existe, un mot pour la poésie. J'ai demandé à du monde, c'est ça, il n'y a pas vraiment. On dirait qu'on l'a pas vraiment créé, cette catégorie-là, mais je sais que en regardant beaucoup les écrits des aînés, on dirait qu'il y a une forme de poésie qui en ressort. Récemment, j'avais lu un témoignage de César Néouachiche, là, il parlait d'un peu de quoi ça avait l'air, de la vie avant la vie avant que les Blancs arrivent dans Manoan, là. Mm-hmm. Il y en a un qui faisait partie ici, je ne sais pas si on peut le voir. Mm-hmm. Ah non, on ne voit pas le texte, mais dans ce que j'avais partagé, ça disait que c'était une promesse de la compagnie de la Baie du Son qui disait que tant que tu seras sur ton territoire, jamais ma maison ne pourra s'arrêter de chauffer. C'est pour dire que non, aussitôt tant qu'ils seront sur le territoire, la maison de la compagnie de la Baie du Son sera toujours ouverte pour les Atikamekw. Ils pourront dormir. Puis la façon qu'ils l'ont traduit en français, c'est ça, c'est littéralement, ça disait Nama Wiskatkda Unibashkreo Nimigam. Unibashkreo, c'est ça que je trouve beau comment qu'il dit, c'est que Uni, c'est se perdre, Bashkreo, c'est la fumée. Ma maison ne perdra jamais sa fumée, en fait, comme dit, la maison sera toujours allumée. Mais la façon qui a été traduite, la façon que je vois l'image en Atikamekw, je trouve ça vraiment beau. Puis je pense si on se fie beaucoup aux paroles des aînés, il y a toujours une poésie qui ressort de ça. Ça, les mots, en fait, c'est vraiment comme de la poésie parce qu'on voit des images. Souvent, je vois ça, moi, quand je regarde un mot, je n'ai pas d'exemple en tête, mais des fois, on voit l'image parce que dans le mot, ça décrit un peu un état, quelque chose, même tout ce qui est à l'intérieur des terres, c'est décrit selon comment il est vu. Tu vois, c'est ça. Puis comme tu dis, ça ne me surprend pas que ça... Parce que l'Innu aussi fonctionne de la même manière, on décrit.
Ben, on pourrait prendre des exemples de création de mots, par exemple. Je sais que tu pourrais, Yvette, nous dire comment on dit locomotive en Innu. OK, locomotive, le train, dans le fond, c'est Ishkoteo Tapan. Tu vois, Ishkoteo, c'est le feu, et une voiture de feu, dans le fond. Ishkoteo Tapan. C'est un peu comme ça, comment la chose était vue, et c'est ça qui est décrit. Aussi, le bureau, c'est quelque chose d'assez spécial dans Innu comme construction, non pas physique, mais linguistique. Le bureau? Ah, on t'entend pas. Oui, le bureau comme meuble. Hein? OK, un meuble. Oui. Est-ce que tu peux me le dire parce que je ne sais pas trop de Oui, quoi. là, c'est long, mais je pense que c'est quelque chose comme l'endroit où on peut écrire, quelque chose du genre. Il y a quelques... Oui. OK. Mais moi, je vois aussi, comme tu dis, le bureau, mais c'est comme Mahaneikan, il y a le livre qui est Mahaneikan et collé avec Michok qui veut dire une maison. Une maison où il y a des livres peut-être, mais Mahaneikan, ça a aussi le sens d'un bureau comme un bureau, n'importe quel bureau de compagnie. OK? Et ça pourrait être un bureau de journaliste, un bureau, tu vois, il y a beaucoup de termes qu'on peut mettre ensemble. Ah, j'ai regardé pour bureau en Atikamekw, c'est Tedasnegan. Tedasnegan, le Snegan, c'est genre l'écriture, puis Tedas, là où est-ce que tu. Comment je pourrais dire? C'est là où est-ce que tu t'accroches ou tu t'accotes dessus. Puis pour Odomirogamik, ben, c'est le bureau, la maison, le lieu du travail, là, Odomirogamik. Et peux-tu décomposer le bureau, Umiro? Ah, ben c'est ça, pour Odomirogamik, c'est Odomiro, c'est là où est-ce qu'on dit on travaille. Guamik, c'est pour le Miguam. Ça vient du mot Miguam qui veut dire maison. Là. Attends. Je fais la petite. Et tu parlais, Yvette, des mots qui manquaient qu'on rajoute. Peux-tu nous donner des exemples de mots qui ont été rajoutés récemment et qui avaient été oubliés ou enfin pas inscrits dans les premières versions du dictionnaire? Ah, ben, il y en a beaucoup. Tu sais, je ne m'en rappelle pas. Moi, souvent, j'écris et je dis, il faudrait ajouter tel mot. Je vais juste essayer de trouver ce que j'ai là. Mais par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai demandé à ce qu'on ajoute le mot pour banane. C'est un emprunt. OK? Il y a plusieurs mots qui sont pour banane. Mais moi, celui que j'utilise, c'est né banane. C'est vraiment un emprunt du français. Et il est ajouté au dictionnaire déjà. Tu sais, c'est des choses comme ça là, qu'on fait rajouter parce qu'ils sont utilisés dans une ou l'autre des communautés. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui a été rajouté? En tout cas, plusieurs mots. Quand je vois que tel mot que je connais qui n'est pas là, ben, j'ai un endroit où j'écris, je dis, bon, tel mot devrait être ajouté qui veut dire telle chose. Et quelqu'un reçoit la demande et inscrit ça dans un fichier et on en discute à des réunions, puis des fois l'orthographe est modifiée un peu et on l'ajoute en ligne. Tu vois, puis je ne sais pas si le mot pour ordinateur est déjà rentré, parce que je sais le mot a été créé il n'y a pas si longtemps. Le mot ordinateur, ça c'est quelque chose qui n'existait pas. Et ces deux mots qui ont été, par exemple, ça veut dire, oui, il est là, à tous ceux qui ont un ordinateur. L'écran de télévision dans une communauté, on appelle ça Katita Patran, ce qu'on regarde, dans le fond, si on le traduit littéralement, là, Katita Patran. Et à tous ceux, ça veut dire il travaille.
C'est quand tu travailles, toi, tu t'en vas travailler, Nana Tatoussine, je travaille. C'est Atusseu Katitapatkan collé, un trait d'union. C'est Et travailler c'est ça. avec un écran, c'est ça? C'est ça, travailler avec un écran. Et c'est un ordinateur. Mhm. Nous autres, on a une définition différente d'ordinateur en Atikamekw, c'est Kinoke Bidigan. Mhm. Kinoke, c'est une mémoire longue. Bidigan, Mhm. c'est l'outil. Fait que c'est l'outil qu'on stocke de la mémoire. Ouais, ben, c'est bien. Tu sais, c'est toujours une vision un peu différente, hein. C'est ça qui crée les nouveaux mots. Mais il existe aussi les mots qui sont peut-être un petit peu moins connus dans les communautés par les jeunes. C'est les mots qui sont utilisés à l'intérieur des terres. Et des fois, je me dis, l'enfant maintenant qui est à l'école, qui vit dans une communauté, parle un Nino de base. Tu vois, un Nino où il se fait comprendre par ses amis, par ses parents, mais quand ses grands-parents le comprennent, mais souvent, s'il écoute les grands-parents parler de telles activités que les grands-parents faisaient à l'intérieur des terres, ça se peut que l'enfant ne comprenne pas. Ça doit arriver partout parce que à cause du nomadisme, les enfants voyageaient partout. Maintenant, tout le monde est sédentaire, donc les gens ne pratiquent plus autant ces activités-là. Je sais qu'il y a un très beau film réalisé dans le cadre des activités du Webconi mobile où justement on parle de la langue du bois, de la langue du territoire et que c'est important d'amener les jeunes sur le territoire avec les aînés justement pour se familiariser avec une langue ancestrale très riche qui est justement liée aux activités no-chimiques. Hein? Voilà. C'est comme ça que tu dis, Alexandre, Nouchimik, avec un K? Notimik, ouais, Notimik. Tout ce qui finit avec un K, c'est surtout l'indicateur de lieu. C'est ça, le locatif. Ouais, le locatif. Migamik, Notimik, Nugumezik, Dadamik, Nzuzumik. Mais ce n'est pas des adverbes. Adverbe? Moi, Nouchimik, là, ça veut dire c'est un adverbe de lieu. C'est pas un nom. Notimik? Ouais, mais c'est ça, c'est pas vraiment un nom. C'est pas un nom, Nouchimik. C'est vraiment, ça doit être un adverbe de lieu aussi. Comme en Nino. Moi, c'est Nouchimik. Et j'ai entendu quelqu'un, je ne me rappelle plus où j'ai entendu ça, quelqu'un qui disait pour Nouchimik, ça voulait dire que c'était le sang de la terre. Est-ce que c'est ça que ça veut dire pour vous? Notimik, Notimic. En fait, on entend beaucoup la provenance puis le sang. Nimuk, qui est notre sang. Puis outil, c'est ma provenance, mic. Fait que c'est là qu'on fait le rapprochement avec, pour dire là d'où vient mon sang. OK, c'est ça. Mais moi, c'est pas la même chose pour moi, là, parce que c'est Nouchimit. Et je peux pas décortiquer le mot comme tu le fais, là. Et, mais je sais que Oumir, pour moi aussi, c'est le sang. Mais moi, j'avais cru que c'était, parce que c'était le titre de la... C'est probablement là, Yvette, que tu l'as vu passer. C'était le titre de la pièce de théâtre de Basile Hébert qu'on a créé au moment, aux dernières éditions de Présence autochtone, qui s'appelait Là d'où vient notre sang. Et effectivement, la version Atikamekw, c'était notre chimique, mais effectivement, les gens me disaient tous, y compris Floyd Favel, qui est un cri du Manitoba, m'a dit, pour moi, ça veut dire, c'est le territoire, hein, on est dans le territoire quand j'entends ça. Donc, effectivement, un adverbe de lieu. Et moi, j'avais pensé que c'était une invention poétique de Véronique Basile-Hébert de rattacher le sang, en fait, parce que dans la pièce, évidemment, le sang de la terre, c'est les rivières.
Et le territoire est un peu pensé comme un être vivant avec un corps et des fonctions vitales comme la circulation sanguine. Et donc, cette parenté humaine, territoire est accentuée comme ça. Mais ce que tu me dis, Alexandre, c'est que c'est déjà inscrit dans ce qu'on entend dans le mot note chimique. C'est ça. En fait, ça, je l'avais entendu la première fois avec Mary Kuhn. C'est une année de Atikamek de Wemontashi. Je pense qu'elle écrit elle aussi, mais c'est ça, apparemment qu'elle mélange les deux langues quand on parle à elle. Quand j'étais jeune, des fois, j'avais du mal à la comprendre parce qu'on dirait qu'elle parlait un autre dialecte, mais c'est elle qui m'avait expliqué un peu le sens du mot Notimique. Puis elle faisait beaucoup référence avec le sang qui est dans le Notimique. Alors, Yvette, voilà un champ de recherche pour toi. Remonter la source sanguine, peut-être, du mot. Ce serait difficile de parler de l'écriture Innu et de la littérature Innu, l'évoquer comme on l'a fait tantôt, sans rappeler les fameux textes de Anne Anthony Capèche, qui a été, en tout cas pour moi, c'était la première fois que je voyais quand ça a été publié, même pas seulement d'Innu, c'est la première fois que je voyais une langue autochtone écrite. Et c'était vraiment novateur quand ça a été fait. Oui, elle a publié 2 livres, hein, un, nous, on a édité le Tante Nene et Toutman Tassi. Et c'est vraiment un livre qui est quand même très d'actualité, mais qui informe aussi les enfants. Donc, on les fait lire. Moi, je le fais lire à des étudiants pour qu'ils comprennent un peu comment l'Innu se lit, mais aussi pour comprendre l'histoire qui est derrière tout ça. Et le premier, Tante Nin Machimanto Inurko, ça aussi, moi aussi, je l'ai vu quand j'étais à l'université, que j'ai vu que c'était en français et en Innu. C'est vraiment, c'était très intéressant. Moi aussi, c'était la première fois que je voyais un livre écrit dans les 2 langues. Et je pense que c'est comme ça un peu qu'est née aussi l'écriture de Joséphine Bacon, qui d'abord probablement écrivait en français, traduisait en Innu, et après ça, elle a écrit en Innu et traduit en français. Ça, c'était quelque chose qui, je pense, pour aider, tu sais, quelqu'un écrirait en Innu, ne serait pas connu, va être connu peut-être dans les communautés ou dans sa communauté, pas ailleurs. Maintenant, là, il faut ajouter le français pour être connu. Un peu partout, je veux dire. Oui. D'ailleurs, là, ça ouvre la porte là, pour encore une fois saluer José Maillot, hein, qui a été très proche de Anne Anthony Capèche, qui a traduit en français les 2 œuvres, et même avec une réédition récente où elle a encore peaufiné la traduction et qui est publiée chez Mémoire d'Encrier. Donc, là aussi, on peut voir comment les amitiés, dans le fond, puis les affinités peuvent amener aussi des créations à connaître une large diffusion. Tu parlais qu'il y avait des auteurs qui écrivaient en Innu, mais que ça n'a pas été traduit en français, que ça circule dans les communautés. C'est ça. Il y a comme, par exemple, moi, je connais un livre que Charles Lapie Bellefleur a écrit, mais c'est pas un livre, c'est pas de la poésie, c'est pas un roman, c'est un livre où il décrit le gibier d'eau, le canard, toutes les espèces. Il décrit c'est quoi son nom, quand est-ce qu'il arrive, où il niche, combien d'œufs il pond, c'est tout écrit en Innu. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé un peu plus dans les écoles. Et il y a aussi, je sais, puis je pense que peut-être qu'elle a publié en anglais, là, c'est
Madame Penachoué, qui a écrit son journal en Innu, le journal quand elle allait à l'intérieur des terres. Et je ne sais pas si ça a été publié, j'aimerais bien voir si elle a publié, mais probablement traduit en anglais, parce qu'elle vient de Tchehatit. Il y a ma mère aussi qui a écrit des histoires. C'est pas un gros livre, mais elle a écrit des histoires en Innu, mais des histoires drôles. Et c'est connu seulement dans les communautés. Ah, ce serait le fun, ça, d'entendre un aîné ou de lire un aîné décrire le territoire, son itinéraire quand il va sur le territoire. Ça, Et- on n'a pas vraiment ça chez nous, de notre Ah côté. oui. Là. Nous, ce qu'on a aussi fait quand j'étais à l'Institut Djarapé, c'était de faire les histoires orales. Tu sais, les histoires orales qui sont dans un site, histoire orale, et on a interviewé, on a laissé raconter des aînés en Innu, soit des légendes ou des récits de chasse, des récits de vie, tout ce qui se passait à l'intérieur des terres. Et c'était vraiment des bons conteurs. On a tout ça en vidéo et enregistré. Mais il y a beaucoup encore de travail qui pourrait être fait. On fait écouter ça c'est vraiment pour les Inuits. Les gens pourraient aller écouter, mais c'est sûr que c'est seulement en Innu. Et il y a beaucoup de ces aînés-là qui nous ont déjà quittés parce qu'ils étaient quand même déjà âgés quand on les avait fait, les avait enregistrés et filmés. C'était vraiment toute la richesse. Quand on dit que quand un aîné nous quitte, c'est comme si c'était toute une bibliothèque qui partait. Ben c'est ça. Mais nous, on a pu récupérer des morceaux. Là. C'est sûr qu'on n'a pas tout. On n'a pas tout de la vie de cet aîné, mais on a une partie. Et puis, à l'université, tu dis que ceux qui étudient, c'est des gens qui sont pas locuteurs de la langue en partant. Pourrais-tu nous faire un portrait de ces étudiants-là? Est-ce que c'est des gens qui étudient déjà en ethnologie, des curieux? C'est qui tout d'un coup, comme ça, décide d'apprendre l'Innu à Iwan? Par exemple, je regarde en même temps que je vous parle, tous les étudiants que j'ai, ils peuvent être des étudiants de linguistique, anthropologie, des fois c'est génie, des fois c'est littérature. Tu sais, c'est vraiment, ça vient de plusieurs secteurs de l'université. Et j'ai eu beaucoup aussi d'étudiants interuniversités qui venaient d'une autre université puis ils venaient étudier. Bon, surtout, tu sais, au tout début, j'ai aussi des étudiants qui veulent juste connaître une langue parce que leur but, c'était d'apprendre une langue autochtone qui est parlée au Canada ou au Québec parce que c'est la langue des Premières Nations. Et que pour eux, d'apprendre une langue comme ça, c'est comme une marque de respect pour les Premières Nations qui sont dans le pays. Tu vois, c'est un peu pour ça. C'est vraiment juste comme ça qu'ils venaient étudier, juste pour connaître. Alors, est-ce que ce ne serait pas le temps de penser à un manuel d'initiation à l'Innu qui pourrait être distribué et être utilisé dans toutes les écoles primaires ou secondaires pour justement que les élèves au Québec, tout le monde au Québec puisse avoir au moins quelques notions d'une langue autochtone? En tout cas, pour l'Innu, là, il y a un programme d'enseignement de la langue Innu du primaire qui est aussi utilisé un peu au secondaire qui existe. Ça, c'était quand j'étais là-bas aussi, j'ai comme initié avec des personnes qui étaient engagées, qui ont fait le programme d'enseignement. Et avec le programme d'enseignement de la langue Innu, il y a du matériel qui existe pour les niveaux du primaire et même au secondaire. Et là, si on veut avoir accès à ce matériel-là, on s'adresse à l'Institut de Tshakatech? C'est ça. Le programme est affiché sur le site de l'Institut Djarapé. Et moi, je l'ai fait afficher parce que je me disais,
si une communauté de n'importe quelle autre langue autochtone veut utiliser l'ossature du programme et ajouter seulement sa langue, il peut le prendre. Ah ben c'est fantastique. Alors, je vois Alexandre sur son outil de mémoire qui va nous donner dans le chat le lien pour l'Institut Tshakapesh et aller voir tous les trésors linguistiques qui s'y trouvent pour que ce soit les professeurs, les curieux ou même des Inuits qui voudraient se reconnecter à leur langue. Je viens de mettre le lien, en fait, là. Vous allez pouvoir le retrouver. Okay. Alors, est-ce que, Alexandre, tu as d'autres questions pour Yvette? Je sais qu'il y a un Wikipédia Atikamekw. Est-ce que ça c'est pas quelque chose qui pourrait déteindre du côté Innu? J'avais déjà entendu parler qu'il y avait un certain mécanisme à cette île qui voulait faire un Wikipédia en Inuaimun. Mais ça fait quelques années de ça, fait que je pense pas que ça aboutit. Mais comme on dit, en fait, avec Wikipédia, c'est surtout bénévole, fait que ça prend beaucoup d'engagement. En fait, c'est pas mal ma mère avec son conjoint qui s'occupe beaucoup de Wikipédia. Elle communique avec d'autres, est en collaboration avec d'autres mondes, mais c'est essentiellement quelques personnes qui s'occupent de ça. Puis c'est ça, c'est bénévole. Il n'y a pas vraiment de paye qui vient avec ça. Fait qu'il faudrait trouver un moyen d'activer ça. Là. Alors, voilà, on peut aussi peut-être en terminant rappeler que l'Institut, au départ, l'Institut éducatif et culturel montagnais a actualisé son nom en Institut Tshakapesh. Tshakapesh étant un héros de la mythologie Innu. Et donc, on dit Innu maintenant, on ne dit plus montagnais. Et donc, on réfère aussi à ce héros très fier, puisque c'est un combattant. Il s'est un peu créé lui-même, malgré le fait qu'il aurait dû ne pas naître. Et c'est donc un personnage très central dans toute la grande tradition mythologique orale. Alors, c'est lui maintenant qui est à l'Institut Tshakapesh. Et on l'évoquait plus tôt, Recherche amérindienne au Québec devient maintenant Revue d'études autochtones. Donc, on peut voir que il y a une continuité, mais aussi une actualisation. Et ça démontre comment les cultures autochtones sont encore vivantes. Et ça nous rappelle aussi qu'il faut encore et encore être endurant, résilient, travailleur pour que ces cultures puissent continuer à bien vivre, à se développer. Et Yvette, tu es un modèle pour nous tous et vraiment, vraiment, encore une fois, bravo pour ce prix du Québec bien mérité. Ah, merci beaucoup. Ouais, mais vous êtes avec nous, là. C'est vraiment le fun. C'est sûr que dans le fond, ça donne aussi espoir avec le travail qu'on doit faire parce que je pense que là, dans le fond, on n'est pas juste en train de vouloir sauvegarder la langue, mais il faut aussi qu'on trouve un moyen de créer de nouveaux mots, faire avoir des créations où est-ce que les gens vont pouvoir s'exprimer dans leur langue puis qu'ils puissent s'exprimer pleinement, en fait. Pas juste avec un mélange de français puis d'Innu Atikamekw, là. C'est ça. Puis maintenant, ce que je comprends aussi avec toutes les personnes que je rencontre qui ne parlent plus leur langue, et c'est quelque chose qui leur manque. Ils disent que, bon, ça me manque. Je suis Innu, mais je sais que ça a un lien très fort avec l'identité. Donc, et c'est ça, je pense, aux enfants qui refusent d'aller à des cours de langue, ben, c'est de leur dire, ben, il faut que tu gardes ta langue parce que ce que tu gardes, c'est aussi l'identité que tu gardes vraiment précieusement. Ouais, je pense qu'on s'en rend compte
que quand on est rendu autour de 18-19 ans, là, puis qu'on se rend compte qu'on a du mal à communiquer avec nos aînés. Là. Exactement, c'est ça. Oui, un Abénaki, une fois, avait comparé la chose, parce que, évidemment, l'Abénaki est à peu près perdu pour la communauté. C'est sûr que la langue est toujours préservée dans les archives, là, mais n'est plus pratiquée de façon constante dans les communautés. Et il disait, c'est un peu, tu sais, quand on dit que quelqu'un, quand il lui manque un membre, il y a encore des démangeaisons dans le bras, ben, c'est un peu la même chose pour cette langue qui est absente, mais qui est encore une fois vécue comme une amputation par rapport à la culture. Et ça devient une nouvelle, comment dire, un nouveau marqueur identitaire, cette blessure. Mais je pense que c'est mieux de s'identifier à quelque chose de vivant qu'à quelque chose qui nous fait mal parce que malheureusement, on l'a perdu. Voilà. Alors, Alexandre, est-ce que tu as un mot pour conclure? Ah ouais, on va se voir la semaine prochaine. Merci d'être là avec nous, Yvette. Ben, ça m'a fait plaisir. Ouais. Keshko Minat, Matashi. C'est